c'est un outil important. Je crois, pour aller poursuivre un peu dans cette volonté de réforme des institutions, je crois que on arrive à un moment où le Parlement européen doit aussi être renforcé. Et donc, pour faire le lien avec les listes transnationales, je crois que le fait d'amorcer ce débat européen, d'arriver à des listes transnationales, permettrait de créer un débat européen, de créer un espace de débat, de démocratie européenne qui aujourd'hui est inexistant et qui doit se développer. Mais comme vous l'avez dit, c'est extrêmement difficile de s'entendre avec tous les États membres sur cette question des listes transnationales. Le Parlement européen l'a affirmé, la France l'affirme, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, l'a repris dans son discours sur l'état de l'Union, c'est quand même pas complètement neutre. On croit qu'il existe un momentum politique pour avancer sur ce sujet. Je crois, pour faire le lien avec votre interrogation, qu'un certain nombre de pays et de chefs d'État et de gouvernement en Europe devraient prendre conscience du moment politique qui est nôtre, devraient prendre conscience du fait qu'en France, nous sommes passés très proches d'une catastrophe politique. Et à un moment donné, dans la campagne, on parlait d'un potentiel second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Personnellement, je n'y croyais pas, mais c'est quelque chose qui a existé à un moment donné dans la campagne, c'est quelque chose qui a été extrêmement commenté, et c'était quelque chose de réel. Et donc et in fine, on se retrouve, la France et l'Europe, par chance, j'ai envie de dire, se retrouvent avec Emmanuel Macron qui, lui, tend la main à l'Europe, tend la main aux Européens, tend la main à ses homologues européens, et moi j'espère que beaucoup au Conseil pourront saisir cette main tendue, parce que si nous échouons collectivement dans ce mandat de refondation qui est le mandat 2019-2024, je peux vous assurer que dans 5 ans, si je me représente et que je suis réélu et qu'on rediscute dans 5 ans, on ne sera pas tout à fait dans les mêmes dispositions intellectuelles et politiques, et que donc si Emmanuel Macron et si nous échouons collectivement à transformer et refonder cette Europe, dans 5 ans, à mon avis, ce sera très très difficile d'aller de l'avant. Je ne dis pas que c'est terminé, mais ce sera très difficile d'aller de l'avant parce que les Français diront, si lui, Emmanuel Macron, 39 ans, démocrate, progressiste, pro-européen, n'arrive pas à transformer cette union, qui y arrivera? Qui y arrivera? C'est ce que se diront les Français, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'ils se diront les autres États membres, mais c'est ce que se diront les Français. Et si vous avez un pays comme la France qui dit, les Français dans leur élection disent stop au projet européen, derrière ça paraît collectivement pour porter les ambitions qui doivent être les vôtres et qui sont les miennes, ce sera très difficile collectivement. Donc il y a cette nécessité qu'au Conseil, un certain nombre de partenaires européens entendent la main tendue, et peut-être que ça n'a pas suscité d'enthousiasme. Moi j'ai un autre son de cloche, je sais qu'un certain nombre d'États et de gouvernements veulent avancer, mais encore une fois, celles et ceux qui veulent avancer avanceront. Puis celles et ceux qui ne veulent pas avancer resteront là où ils en sont, et puis dans quelques années se rendront compte qu'ils auraient bien fait d'avancer, puis ils avanceront à leur tour. Mais on ne peut pas rester dans cette espèce de statu quo permanent, où parce qu'un État, 2 États ou 3 États décident de ne pas avancer, on arrête tout. On s'est servi très longtemps de nos amis britanniques pour ne rien faire, sans même demander leur avis aux Britanniques. Avant même qu'on leur demande, avant même qu'on fasse quelque chose, on disait « Ah non, on ne va pas faire, les Britanniques ne voudront jamais. » Mais est-ce que vous avez déjà demandé aux Britanniques? On ne savait même pas. Et donc, voilà, je crois qu'on est arrivé à un moment où voilà, les Anglais, les Britanniques nous quittent, c'est un drame pour l'Union Européenne, on ne va pas se voiler la face. Après, on trouvera des moyens d'articuler les choses, et moi je suis convaincu que le Royaume-Uni a un avenir dans l'Union sous une forme ou sous une autre, et qu'on trouvera des passerelles. Donc c'est pas la fin de notre histoire commune, rassurez-vous, mais voilà, en attendant, il y a une rupture qui est importante, qui est le Brexit, et voilà, nos partenaires européens doivent l'entendre. Sur le marché commun et le marché intérieur que vous évoquiez, oui, il y a une perception dans un certain nombre d'États membres, le mien en tête, parce qu'il y a une défiance française historique voilà, envers cet approfondissement du marché, parce qu'un certain nombre d'acteurs économiques se sont cachés souvent derrière le marché commun pour cacher un certain nombre de leurs propres lacunes, et en utilisant la rhétorique anti-européenne pour masquer des choses dont l'Europe n'était absolument pas responsable, et en mettant en avant les faiblesses structurelles de l'Europe sur un certain nombre de sujets. Emmanuel Macron, lui, a pleinement conscience de ça, parce que quand il engage cette volonté d'aller de l'avant sur les travailleurs détachés, c'est parce qu'il sent bien que dans l'opinion publique, il y a une défiance, et c'est pas juste sentir, c'est une réalité, il y a une défiance extrêmement profonde des Français, des Européens dans certains pays de l'Ouest, sur la façon dont le marché intérieur fonctionne, sur les dysfonctionnements supposés, et sur
certain nombre de contournements de l'esprit du marché intérieur tel qu'il avait été pensé comme outil d'intégration, comme outil de développement économique, comme outil d'amélioration sociale, mais qui, au moment de l'élargissement, on n'a pas suffisamment su mettre en œuvre un certain nombre de politiques pour amortir les effets de cet élargissement européen. Et sur les services publics, effectivement, il y a un certain nombre de parlementaires européens qui sont emparés de ce travail. Je crois que c'est Gilles Savary qui l'avait fait, effectivement. Il y en a d'autres qui ont repris le flambeau. Ouais, voilà, exactement, au mandat précédent, la précédente législature, elle n'est plus là depuis 2014, et ça renvoie d'ailleurs au personnel politique qu'il faudra qu'on envoie au Parlement européen, parce que aujourd'hui, le Parlement européen a largement été considéré comme la deuxième division de la vie politique. Moi, je considère que le Parlement européen, ça doit être la première division de la vie politique. Et donc, j'estime que celles et ceux qui devront aller au Parlement européen en 2019 devront être les meilleurs. Et ne devront pas être celles et ceux qui ont perdu l'élection législative il y a 4 mois, et qui, parce qu'ils ont perdu l'élection législative et qui n'arrivent plus à vivre de la politique dont ils vivaient assez suffisamment bien ces dernières années, on leur retrouve un mandat auquel ils ne portent aucun intérêt, mais qui les paye gracieusement, et donc ils y vont très heureux. Moi, j'ai vécu dans cette institution 7 ans. Je suis arrivé au Parlement européen comme stagiaire en 2011, en 2010, je ne sais plus, et à l'époque, la France avait encore une forme de... Alors, on écoutait ce que disait la France. Depuis, on n'écoute plus ce que dit la France. D'ailleurs, moi-même, j'ai arrêté de collaborer à une époque avec des députés français. Voilà. Et parce que aujourd'hui, quand vous avez un contingent de 25 parlementaires Front National, ça vous ampute donc de 25 députés français, vous êtes à peu près au niveau de nos amis polonais, et donc forcément le rapport de force dans l'institution, il est déséquilibré. Et quand par ailleurs vous enlevez ces 25 députés Front National, vous gardez les 50 qui restent, vous en avez une partie qui sont celles et ceux qui avaient perdu en 2012, qui, parce qu'il fallait continuer à vivre, se sont recasés là et qui ne sont pas forcément extrêmement intéressés par le mandat, non pas qu'ils ne sont pas performants, mais ils ne sont pas intéressés par le mandat. Bon ben voilà, ça dysfonctionne. Donc effectivement, sur ces sujets-là, il y a une ambition qui doit être portée, pas dans le secret du projet de 2019. À mon avis, il n'est pas encore tout à fait défini, parce qu'il y a les conventions démocratiques qui seront aussi là pour porter tout ça. Mais il y aura une ambition sur cette Europe sociale, sur cette Europe des services publics, qui sera portée. Suivez ce qui va se passer à Göteborg dans cette fin de semaine, qui sera aussi extrêmement prégnant. Voilà, je crois que j'ai répondu aux 3 questions. Voilà, je digresse un peu parfois, mais je crois que j'y réponds quand même. Est-ce qu'on a encore combien de le temps pour quelques questions? Et puis ensuite, on va libérer tout le monde. Sylvie, madame, et on prend les 3 questions qui sont là, et ici encore, de ce côté-là? Non? On va prendre 3 questions ici, et puis on va libérer tout le monde. Oui, bonjour. Sylvie Ribaille. Je reviens sur cette question des votes anti-européens. D'abord, je vous remercie de votre exposé parce qu'il y avait toute une partie, disons, hexagonale, mais qui est tout à fait, qu'on peut extrapoler à d'autres pays, parce que tous nos pays souvent ont les mêmes problématiques, et puis toute la partie européenne qui nous concerne en premier chef. Donc, la question des votes anti-européens, à mon sens, elle est aussi due à 2 phénomènes. L'un, c'est l'ignorance. Quand nous retournons dans nos pays, on s'aperçoit que nos concitoyens ignorent tout du fonctionnement européen. Et le deuxième volet, c'est les médias. Je suis aussi un petit peu branchée sur les médias britanniques, et je crois qu'ils ont été très actifs dans la mise en place du Brexit. Donc, j'aimerais savoir quelles actions vous envisagez, bon, peut-être dans l'Hexagone, à la fois sur la formation des gens et sur peut-être, je ne dis pas l'influence des médias, parce que je considère que les médias doivent être indépendants, mais enfin quand même, quand Madame Veil a disparu, les grands médias du genre France Inter, France Info, etc., étaient même incapables de dire quel rôle elle a joué à Bruxelles, comme on dit. Voilà. Et ça, je suis désolée, mais c'est un des meilleurs agents de la crainte, de la peur et de la globalisation que les individus ont de Bruxelles. Donc quand ça va mal, évidemment, le premier venu qui arrive, qui s'appelle Marine ou autre, il peut dire
dire « Ah, ça va mal, tout va mal, vous voyez, c'est Bruxelles ». Et ça marche très bien, puisque... Vous avez dit à juste titre que la Commission, effectivement, a une DG Communication, qu'il y a eu des... Mais, il y a un aspect quantitatif, ça touche peu de personnes, et deux, je suis désolée de le dire, mais ça reste dans un niveau très élevé, hein, de Erasmus et compagnie, oui, voilà. Mais si vous êtes non seulement dans la capitale, mais dans la banlieue et dans les provinces, le message n'existe pas et on ne reçoit que le message négatif. Donc j'aimerais savoir s'il y a des actions Macron envisagées là-dessus, restauration de ce qu'on appelait d'une manière très ringarde l'instruction civique, hein, dans les programmes, je ne plaisante pas, d'ici 2024, voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a une réflexion européenne, parlementaire ou autre, sur le message à apporter, non pas top-down, c'est-à-dire non pas de Bruxelles vers les citoyens, celui-là il existe, et d'accord, mais aussi à l'intérieur même de l'État membre. Merci. Beaucoup de questions, madame? Oui, Anne Mandenov, direction Commission européenne, direction recherche et innovation. J'ai deux petites questions. Vous pouvez prendre un micro, peut-être comment on peut vous entendre? Oui, Anne Mandenov, direction générale de la Commission européenne, recherche et innovation. J'ai deux petites questions concernant la recherche et l'innovation. La première, vous avez parlé de la refonte de l'évaluation scientifique européenne, volonté d'Emmanuel Macron de créer, de refondre un peu tout cela. Je voulais savoir ce que vous entendiez exactement par là, parce qu'en fait l'évaluation scientifique est quand même assez poussée au niveau européen, et donc je pense que vous voulez aborder une évaluation scientifique conjointe avec une évaluation politique. Je suppose que c'est l'aspect politique qui doit être amené en complément à l'évaluation scientifique. Mais je vous laisse répondre à cette question. Et la deuxième question concerne la création d'une agence européenne de l'innovation. Est-ce que c'est différent de la création du European Council, Innovation Council, ou c'est la même chose, ou ça j'ai pas bien compris? Voilà, deux questions extrêmement spécifiques et courtes. Merci. Alors, moi j'aimerais bien rebondir sur la dernière phrase de vous, monsieur le député, à savoir ces conventions citoyennes. À mon avis, c'est le nœud du problème. Et je rebondirai aussi sur l'intervention de ma collègue ici derrière. C'est à savoir, les 2 prochaines années, je pense que c'est la bataille des esprits qui doit être gagnée. Parce qu'on est à 2 ans des élections européennes. Et après, si on veut vraiment aborder sereinement la deuxième partie de ce que vous proposez, il faudra gagner d'abord les élections européennes. Alors moi, ce que je me demande, c'est effectivement quelles sont exactement ces initiatives citoyennes, de conférences citoyennes ces 2 prochaines années, notamment au premier semestre de l'année prochaine, parce que ça me semble extrêmement important. Ce sera le point de départ. Est-ce que ce sera uniquement au niveau franco-français, ou est-ce que l'initiative va pouvoir essaimer dans tous les États membres? Et j'aimerais aussi, et ça c'est le deuxième aspect, vous inviter à vous appuyer sur les forces vives, ici à Bruxelles, qui sont prêts aussi à s'engager quelque part pour soutenir ces initiatives, dans la mesure où effectivement les opinions publiques ne sont pas forcément suffisamment informées, préparées, dans la perspective de ces futures élections. Je pense à un exemple très, très basique. On a un projet qui s'appelle le Back to School, au niveau européen, qui parle aux jeunes, donc à l'avenir de la jeunesse européenne, qui vont être des futurs citoyens européens qui vont voter aux élections en 2019. Donc pourquoi pas pousser la Commission à créer quelque chose d'un peu plus incitatif et peut-être plus ambitieux pour les 2 prochaines années à travers ce projet. Je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui peuvent être fléchés au niveau de la Commission, qui iraient totalement en synergie avec les initiatives qui sont lancées par le président Macron et pour lesquelles vous avez une force de frappe absolument indispensable ici à Bruxelles avec 35 000 fonctionnaires. Donc par exemple pour la France, 3 à 4 000 fonctionnaires français qui, de manière active ou passive, sont tous pro-européens et sont prêts, il me semble, à s'engager dans des choses qui sont relativement simples et à portée de tout le monde. Je voulais savoir ce que vous pensez de cette idée. Alors, merci beaucoup pour ces 3 questions. Je peux faire le lien entre la première et la dernière. Le populisme en Europe, aujourd'hui, il y en a partout. Il n'y en a pas qu'en France, il y en a dans toutes les institutions
dans tous les parlements nationaux au Parlement européen, vous voyez que la législature 2014-2019 est une législature, en tout cas d'un point de vue du Parlement européen, beaucoup moins stable, parce que l'arc central que constituaient les grands groupes européens, traditionnellement qui étaient le PPE, le SND et l'ALDE, sont progressivement fait grignoter sur leur flanc droit et gauche par la GUE et par le CR qui s'est radicalisé pour certains, et puis par l'EFD de Farage et Pepe Grillo, etc. Et donc le populisme existe au Parlement européen, le populisme existe dans les parlements nationaux, je l'évoquais en creux tout à l'heure dans ce que je disais par rapport à la France Insoumise et au Front National dans mon hémicycle. Et effectivement, il y a une petite musique ambiante, d'ambiance dans les États membres qui tend à accabler l'Europe de tous les dysfonctionnements nationaux pour se dédouaner de ses propres lacunes. Moi j'ai tendance à appeler ça, mais je n'ai pas inventé le terme, c'est l'amnésie du Thalys. Vous savez, vous êtes à Bruxelles, Bruxelles est magnifique, et puis une fois de retour dans votre capitale, en tout cas la mienne, en 1h20 de Thalys, vous avez oublié que les problèmes qui sont les vôtres à la maison ne sont pas ceux de Bruxelles, et que par ailleurs vous venez de discuter d'un certain nombre de politiques que vous allez mettre en œuvre, et puis qui sont parfois difficiles à accepter dans les États membres, et pour jeter la faute sur Bruxelles. Le changement, au-delà des médias, moi je crois que je ne vais pas rentrer dans le faut éduquer les médias. Je veux dire, les médias, c'est un canal, ils doivent, je crois que les écoles de journalisme doivent mener une réflexion sur la façon dont ils traitent l'Europe. Moi j'ai des amis d'enfance qui sont devenus journalistes et qui n'en ont profondément rien à faire de l'Europe. Voilà. Parce qu'on leur a pas appris, et que moi qui étais un petit Français, j'ai appris à aimer l'Europe parce que, bon, d'une part à l'école on a parlé, et puis parce qu'ensuite j'ai fait des études qui m'ont amené à y toucher, puis qu'après je suis parti en Erasmus, voilà, mais je fais un objet rare quelque part, c'est 1% d'une classe d'âge, c'est très rare. Moi de ma génération, de mes amis d'enfance, je suis le seul à l'avoir fait. Donc c'est quelque chose qui reste marginal, et donc effectivement le fait le projet dont vous évoquiez, qui est Back to School, qui est quelque chose d'extrêmement puissant s'il est utilisé par chacun et chacune de celles et ceux qui travaillent dans l'institution et dans les institutions, mériterait d'être renforcé. Donc tout ce qui va dans le sens de faire sortir celles et ceux qui travaillent dans les institutions de leurs institutions est quelque chose de positif. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui reste dans son administration toute sa vie et puis qui ne va jamais en rendre compte, qui ne va jamais expliquer ce qu'il fait, pourquoi c'est important, et puis vice-versa, qui prend aussi un petit peu dans la figure tout ce qu'on peut lui reprocher, et qui parfois a un petit peu tendance à oublier, parce qu'ici, on ne va pas se dire les choses autrement, c'est parfois très confortable, l'entre-soi est très confortable, et qu'on peut collectivement s'assoupir et oublier un petit peu un certain nombre de principes élémentaires. J'oublie, moi j'étais dans une institution européenne, je sais de quoi je parle, je suis aujourd'hui parlementaire, et donc c'est se confronter au réel, même quand on n'est pas élu, quand on est dans des fonctions de décision, etc. Franchement, je crois que c'est nécessaire. Après, pas faire non plus dans le populisme en disant que tous les membres de la Commission ou des institutions européennes sont hors sol, mais une fois de temps en temps, je pense que c'est nécessaire d'aller se confronter à quelques questions qui peuvent vous paraître qui peuvent vous paraître extrêmement simples, mais qui sont en fait, pour les Françaises et les Français ou les Européens, qui sont parfois difficiles à comprendre. Et donc, aller se confronter, c'est nécessaire. Moi, j'espère qu'en tant que parlementaire, je pourrai aller dans des écoles régulièrement et puis expliquer ce qu'on fait, expliquer pourquoi l'Europe est importante. L'éducation civique est extrêmement important d'expliquer les choses. On ne le fait plus suffisamment. Je crois que le ministre Blanquer, en tout cas dans mon pays, a cette ambition de réexpliquer un peu les choses, de réexpliquer l'Europe, de remettre tout ça au cœur des politiques d'enseignement, mais tout le monde doit faire des efforts. Les fonctionnaires dans leurs institutions, les hommes politiques dans leurs fonctions qui n'ont pas suffisamment expliqué, le président de la République, le gouvernement qui doit aller expliquer pourquoi l'Europe est importante, les journalistes aussi qui doivent intégrer cette dimension européenne. Et moi je vous assure, pour avoir vu les deux institutions, le Parlement européen et l'Assemblée nationale, quand vous êtes au Parlement européen, vous êtes dans un purgatoire médiatique. Il n'y a pas de médias, très peu, ou alors ça reste très confidentiel. Vous arrivez à l'Assemblée nationale, c'est celle des 4 colonnes, le mercredi après-midi ou le mardi après-midi au moment des questions avec le gouvernement, c'est noir de monde. Mais en attendant, eux, ce qui les intéresse, c'est pas forcément la décision qui a été actée
à Bruxelles le week-end précédent, mais plutôt ce que le questeur de l'Assemblée nationale propose pour faire dormir, où vont dormir les députés à l'avenir. Donc il y a un changement de paradigme intellectuel qui est très difficile à porter dans le pays. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité de parlementaire de le faire. Je suis un parlementaire parmi 577. On est un petit groupe de parlementaires qui sommes dans la Commission des Affaires européennes et qui avons conscience de cet environnement européen qui ont envie de bien faire les choses. Moi, ma valeur ajoutée, c'est que je suis le seul à avoir travaillé dans une institution, enfin le seul, et puis être le député d'ici. Donc voilà, j'ai cette connaissance un peu plus affirmée. Donc j'essaye, dans toutes les interventions que je fais, de le porter. Sur la recherche et le développement, ce que j'avais en tête et ce que j'ai peut-être mal expliqué, c'est pas forcément créer de nouvelles agences pour créer de nouvelles agences, parce que créer des structures pour créer des structures, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée. Mais force est de constater que sur un certain nombre de sujets environnementaux, il y a la crédibilité de certaines agences européennes est remise en question. Elle est remise en question par l'opinion publique, elle est remise en question par les décideurs politiques, elle est remise en question par les États membres, elle est remise en question par d'autres instances internationales. Et je pense à la bataille qui peut se livrer par exemple sur le glyphosate, entre une instance internationale qui va décider que la substance est cancérigène et une autre instance européenne qui met les choses, qui ne présente pas les choses de cette même façon-là. Et donc le décalage de perception entre un certain nombre de décisions européennes qui apparaissent parfois instrumentalisées par un certain nombre d'acteurs économiques, aujourd'hui n'est plus acceptable parce que ces agences n'ont pas forcément les moyens de travailler comme elles le devraient. Et qu'il devrait y avoir plus de moyens. Et peut-être que ça ne vous convient pas comme réponse, mais en attendant, c'est la perception qui est celle qui est largement répandue dans l'opinion publique, que les agences européennes, avec un certain nombre de décisions qui ont été prises ces dernières années, un certain nombre de conflits d'intérêts qui ont été pointés, ont perdu une grande partie de leur crédibilité. Une très grande partie de leur crédibilité. Et quand l'état actuel, moi qui suis un homme politique, j'ai pas envie de décider sur des ragots ou sur des on-dit. Et quand j'ai envie de... C'est pas à moi de me substituer aux agences européennes. Je vais pas me substituer à trancher, à savoir si le glyphosate est bon ou pas bon. Je suis pas scientifique, j'ai pas les outils pour l'évaluer, et c'est pas à moi de le dire. Par contre, ce que je souhaite en tant que décideur politique, c'est d'avoir des agences européennes, des agences d'évaluation sanitaire dans les États membres, qui soient strictement indépendantes et qui puissent me rendre un avis motivé, travaillé, dont je sais qu'elles n'auront pas été instrumentalisées par un certain nombre d'acteurs économiques, et où je pourrais dire, ben voilà, mon agence, en laquelle j'ai entièrement confiance, me donne cet avis, et donc je rends cet avis. Le débat sur le glyphosate, pourquoi est-ce qu'il s'enlise ? Il s'enlise parce que le débat public n'est pas serein, parce que la confiance est rompue. La confiance est rompue. Et donc tant qu'on n'aura pas rétabli la confiance entre les agences européennes et les décideurs politiques et les opinions publiques, le débat n'avancera pas. Et non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais juste un point, parce que c'est important de savoir qu'au niveau européen, l'évaluation scientifique est faite d'une manière extrêmement bonne. Ça, c'est un des points que je tiens à soulever, parce que l'opinion publique, c'est une chose, mais la réalité, c'en est une autre.